Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc supposons maintenant qu'on a un système avec une certaine condition initiale Y et le système va évoluer à partir de cet état. Pour pouvoir connaître la trajectoire à partir de cet état, il faut connaître en ce point la position, toutes les positions généralisées qui décrivent le système, mais aussi leur vitesse. Donc, on aura qu'à un instant donné t. Donc, on aura que y est une certaine fonction des qk, q dot k et du temps. Et donc, ce point y, condition initiale, appartient à un espace V, qui est un espace à 2n plus une dimension, n variable, position généralisée, leur vitesse plus le temps. Donc, on a un point Y. Lors de l'évolution, ces paramètres varient, ce qui se traduit par une courbe passant par Y. La trajectoire suivie par le système, c'est-à-dire cette courbe, est décrite par un système d'équations différentielles, ce qui fait qu'elle est alors bien définie. Et donc, par un point, il passe par le point Y, il passe une seule courbe, puisque la trajectoire étant bien définie par les équations d'évolution, l'équation de Lagrange, on ne peut pas avoir deux trajectoires possibles. Donc le mouvement est entièrement caractérisé par les 2n variables à un instant t donné. Donc si on représente U, l'espace des 2n variables, à la trajectoire correspond un point x donné dans un espace à 2n dimensions. Et ce point caractérise la totalité du mouvement. Par exemple, une planète a une position, mais aussi une vitesse ou d'autres caractéristiques. On peut l'exprimer avec d'autres caractéristiques que la vitesse. Et donc, pour décrire le mouvement d'une planète, il faut 6 paramètres. Ce sont les 6 paramètres caractérisant l'orbite de la planète, qui est entièrement définie par ces 6 nombres. De cette manière, nous arrivons ainsi à 4 manières de décrire la totalité du système. D'abord, un espace de configuration avec les trajectoires suivies par l'objet dans cet espace de configuration à n dimensions. On a aussi l'espace des phases et les lignes dans l'espace des phases, un espace à 2n dimensions. On a aussi, dans l'espace V, à 2n plus une dimension, les lignes décrivant l'évolution du système. Et enfin, des points dans un espace à 2n dimensions. Cette description, avec l'espace U, est appelée description symplectique. Considérons 2 variations possibles du point décrivant le mouvement, dx et delta x. 2 variations quelconques. Alors, on peut définir une quantité qu'on appelle crochet de Lagrange, qui s'écrit sigma de dx delta x est égal à dt delta h, la variation de h étant donnée par la variation des paramètres, moins delta t fois dh, plus la somme sur les n variables de dpk
delta QK moins delta PK dQK. Cette valeur, sous le crochet de Lagrange, ne dépend que des variations dt et delta t. Elle ne dépend donc que du mouvement x, du point décrivant le mouvement. Et elle est appelée, de ce fait, un invariant intégral. On peut d'ailleurs montrer que si on impose que sigma égale 0 pour toutes les variations possibles, alors on retrouve les équations de la dynamique, les équations de Lagrange ou de Hamilton. On vérifie, on voit que sigma est bilinéaire en les variations d et delta, et sigma est antisymétrique, c'est-à-dire qu'il change de signe quand on inverse d et delta. Par conséquent, sigma décrit un tenseur antisymétrique du second ordre. Sigma décrit la géométrie autour d'un point. Et la géométrie ainsi décrite s'appelle géométrie symplectique. On dit que U est un espace avec une structure symplectique ou un espace symplectique. Les transformations dx delta x qui laissent sigma inchangé sont appelées des transformations canoniques. C'est juste leur nom. Alors, on a une variable U qui est définie sur grand U, donc petit u définie sur grand U, donc qui prend une valeur en chaque point, est appelée une variable dynamique. Et une transformation, on lui associe une transformation, dite transformation canonique infinitésimale, delta ux, qui est définie par sigma dx delta x, delta u x égale à delta u, c'est-à-dire la variation de la variable, pour toute transformation delta possible. Inversement, si la transformation delta est connue, on montre qu'on a la variable u est donnée par moins h delta t plus la somme des pk delta qk. Notons que U ne dépend que du mouvement considéré, le point ici. Et donc, c'est une constante, une grandeur conservée du mouvement. Elle est valable pour tout le mouvement. C'est pourquoi cette expression, cette formule est appelée, ce que nous avons montré, s'appelle aussi théorème de Noether généralisé, puisque le théorème de Noether associe à des symétries ou des transformations des grandeurs conservées. Par exemple, à la translation dans le temps, d sur dt, qu'on note aussi dh, est associé la variable dynamique h, l'hamiltonien lui-même. Je vous laisse démontrer ça. Ainsi, l'hamiltonien correspond à l'énergie, et donc aux translations dans le temps correspond la grandeur conservée, l'énergie.
Notons que si le Lagrangien est invariant sous ces transformations, alors c'est le théorème de Noether habituel qui a une transformation permet de trouver une grandeur conservée. Considérons maintenant deux variables dynamiques U et V. On peut alors construire une nouvelle variable dynamique UV avec des accolades, aussi appelées crochets, et qui est donnée par delta V U et qui est égal à moins delta UV. En utilisant les relations symplectiques, c'est assez facile à montrer. Ce résultat a été obtenu par Lagrange, mais le calcul de cette grandeur UV a été obtenu par Poisson. Poisson a ainsi calculé que cela valait la somme de DU sur DQK, DV sur DPK, moins DU sur DPK, DV sur DQK. Et de fait, cela a pris son nom et cette formule s'appelle le crochet de Poisson. Par exemple, si la transformation est la translation dans le temps, d sur dt égale dh, alors on obtient que la variation de u par rapport au temps est simplement donnée par le crochet HU. Cela permet de trouver les grandeurs qui sont conservées. Par exemple, si on prend une fonction quelconque des variables dynamiques et éventuellement du temps, on trouve que la variation au cours du temps de la variable dynamique, de la fonction f, est donnée par df sur dt plus le crochet f h. Pardon. hf, c'est important à cause du signe. Ça change de signe quand on inverse. Si la variable dynamique, la nouvelle variable construite à partir des autres variables dynamiques ne dépend pas explicitement du temps, et si son crochet de Poisson avec l'hamiltonien est nul, alors f ne varie pas au cours du temps, c'est une constante du mouvement, c'est une grandeur conservée. Ces dernières relations sont utiles et importantes en physique quantique et pour nous, donc il faut bien les retenir. Voilà, ça c'était pour la représentation symplectique, qui est un peu anecdotique, mais alors par contre les résultats finaux sont importants. Les calculs ne sont pas difficiles, mais les démonstrations, bon, il faut quand même se les taper. Je voulais essayer de démontrer le détail si cela vous intéresse. Ce n'est pas toujours si simple. Voilà pour la représentation symplectique. Et alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons les différentes sortes de transformations et nous verrons ce qu'on appelle les classes de transformation. Je vous remercie.